Ma femme prévoyait de me quitter, après avoir utilisé mon argent pour se bâtir une vie avec son cousin, alors j'ai détruit le plan d'évasion qu'elle avait caché sur son ordinateur portable. Je m'appelle Jacques. J'ai 39 ans, et je travaille comme technicien électricien pour une entreprise de service public à Washington. Mon emploi du temps est très structuré, car l'essentiel de mon travail consiste à entretenir le réseau électrique, et à intervenir en cas de panne dans tout le comté. La plupart de mes journées commencent tôt. Je pars avant les embouteillages, je passe la journée sur les chantiers, ou à faire des inspections de routine, et je rentre généralement vers 18 h, sauf en cas d'appel d'urgence. Ma vie a toujours été assez routinière, et cela ne m'a jamais posé de problème. Ma femme, Marie, a 35 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et nous vivons dans la même maison depuis 4 ans. Marie travaille comme secrétaire dans un petit cabinet médical. Ses horaires sont stables. Elle rentre généralement avant moi, et passe la plupart de ses soirées sur le canapé, avec son ordinateur portable ou son téléphone. Sur le plan financier, j'ai toujours été le principal soutien du foyer. Mes revenus couvrent le prêt immobilier, la majorité des factures, et alimentent le compte d'épargne que nous avons constitué durant notre mariage. Marie contribue un peu avec son salaire, mais l'essentiel de notre stabilité financière repose sur mon travail. Nous n'avons pas encore d'enfants. C'était un projet dont nous parlions pour plus tard, une fois que nous serions plus à l'aise financièrement. Du moins, c'est ce que je croyais, et c'est le but vers lequel je pensais que nous tendions. Les problèmes n'ont pas commencé d'un coup. Ils se sont installés lentement, et se sont manifestés principalement à travers l'attitude de Marie. Elle a toujours eu un caractère bien trempé, mais, au cours de la dernière année, elle est devenue ouvertement irrespectueuse. Elle faisait des remarques sur le fait que mon travail était ennuyeux. Elle se plaignait que mes habitudes rendaient notre vie prévisible et monotone. Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai abordé le sujet rapidement, et de manière directe. Je lui ai dit que je ne tolérerais pas des critiques constantes, surtout au sein de notre propre foyer. Marie a balayé cela d'un revers de main, en disant que j'étais trop sensible. Le premier vrai changement que j'ai remarqué est survenu lorsqu'elle a soudainement repris contact avec son cousin, Patrick. Ils ne s'étaient presque pas parlé depuis des années. Puis, d'un coup, Patrick s'est retrouvé partout dans sa vie. Des appels téléphoniques tard le soir, des visites le week-end, et des conversations qui s'interrompaient à la seconde même où j'entrais dans la pièce. Patrick avait la réputation, dans la famille, de toujours courir après de nouvelles opportunités qui n'aboutissaient jamais vraiment. Il parlait constamment d'idées de projets. De la spéculation immobilière, des boutiques en ligne, des contrats d'importation. Aucun de ces projets ne s'est jamais concrétisé par quelque chose de stable. À l'époque, j'ai supposé que Marie appréciait simplement d'avoir à ses côtés quelqu'un qui partageait son besoin de bouger, et son énergie débordante. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que tous les deux travailleraient déjà sur un projet dans mon dos. Et l'argent qui rendait tout cela possible, en toute discrétion, sortait directement de ma poche. Avec le recul, cet aspect financier aurait dû m'alerter bien plus tôt. Mais, sur le moment, rien ne semblait anormal. À première vue, Marie avait accès à notre compte courant joint, car c'est là que je déposais mon salaire, et que le remboursement du prêt ainsi que les factures d'électricité et d'eau étaient prélevées automatiquement. Ces explications étaient toujours simples. Des petites dépenses, de l'aide pour la famille, ou un dépannage temporaire. Et, comme les montants ne semblaient pas excessifs au début, je n'ai pas tout de suite vu cela comme un problème. La première fois que Patrick est venu à la maison, c'était il y a environ 8 mois. Marie m'a dit qu'il avait besoin d'un endroit où loger pour quelques nuits. Le temps de régler une situation professionnelle dans la région. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant,
mais j'ai essayé de me montrer conciliant pour la famille. Ces quelques nuits se sont transformées en presque 2 semaines. Patrick était le genre de personne qui parlait sans cesse de projets, mais qui ne semblait jamais rien faire de ses journées. Il faisait des grasses matinées, buvait notre café, et passait la majeure partie de son temps sur son téléphone ou son ordinateur portable. Marie agissait comme si tout cela était parfaitement normal. Chaque fois que je lui demandais combien de temps il comptait rester, elle répliquait sèchement qu'il s'agissait de sa famille, et que je devais arrêter de me comporter comme un propriétaire tatillon. Patrick était poli quand il s'adressait à moi, mais il y avait un détail qui me dérangeait dans sa façon d'observer notre maison, et notre quotidien. Il posait beaucoup de questions sur mes horaires de travail, sur l'heure à laquelle je partais habituellement, sur le fait de savoir si je devais parfois m'absenter la nuit pour des dépannages d'urgence, ou encore sur la fréquence à laquelle je vérifiais nos comptes. Sur le coup, cela ressemblait à une conversation anodine. Aujourd'hui, je comprends qu'il s'agissait d'une collecte d'informations. Finalement, Patrick est parti, en disant qu'il avait trouvé un hébergement chez un ami à l'autre bout de la ville. Après cela, lui et Marie ont continué à se parler presque quotidiennement. Parfois tard dans la nuit, lorsqu'elle pensait que j'étais déjà endormi. Je n'ai pas tout de suite tiré de conclusions hâtives, car leur conversation ressemblait davantage à de la planification qu'à du flirt. Des chiffres, des adresses, des mentions d'appartements et de caution. À ce moment-là, j'ai pensé qu'ils essayaient de monter un projet commercial ensemble. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces préparatifs n'avaient absolument aucun rapport avec le travail. Ils étaient en train de concevoir un plan de départ. Et, d'après les documents que j'allais finir par trouver, c'est moi qui payais pour cela. Le premier vrai signe que quelque chose clochait est venu d'un détail insignifiant. Un soir, je payais les factures et je vérifiais notre compte courant, comme je le fais d'habitude à la fin du mois. Je ne suis pas maniaque avec cela, mais j'aime m'assurer que tout correspond bien à nos prévisions. Ce soir-là, j'ai repéré plusieurs virements que je ne reconnaissais pas. Il ne s'agissait pas de sommes astronomiques. Quelques centaines de dollars par-ci, 6 cents dollars par-là. Ils étaient toujours enregistrés sous l'étiquette de transfert classique via une application de paiement. Quand j'ai posé la question à Marie, elle n'a pas hésité une seconde. Elle m'a dit que Patrick avait du mal à s'en sortir, et qu'elle l'avait dépanné à plusieurs reprises. Son ton est immédiatement devenu défensif quand j'ai demandé combien de fois exactement. Elle m'a répondu qu'il s'agissait de sa famille, et que je me montrais trop contrôlant concernant un argent qui appartenait à nous deux. Cette réaction m'a agacé, car les sommes commençaient à devenir importantes. En faisant le calcul, j'ai réalisé qu'on frôlait les 4 000 dollars sur une période de quelques mois. Malgré tout, je suis resté calme pendant la discussion. Je lui ai expliqué qu'aider ponctuellement sa famille était une chose, mais que donner plusieurs milliers de dollars, sans même m'en parler au préalable, en était une autre. Marie a levé les yeux au ciel, et m'a dit que je me comportais comme un directeur de banque, plutôt que comme un mari. C'est à ce moment précis que j'ai pris une décision, en silence. À partir de là, j'ai commencé à être beaucoup plus attentif. Je ne l'ai pas affronté à nouveau. Tout de suite, car me disputer avec Marie débouchait rarement sur des réponses honnêtes. À la place, je me suis contenté d'observer. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un schéma récurrent. Les virements avaient lieu tard dans la nuit. Parfois juste après l'un de ces longs appels téléphoniques avec Patrick. Parfois, le lendemain matin, après qu'elle avait passé 1 heure sur son ordinateur portable avant de partir travailler. Les montants ont augmenté progressivement. 8 cents, 1200 cents. Une fois, il y a même eu 2000 dollars en un seul virement. Quand je lui ai demandé des explications sur celui-ci, elle s'est
Emportée immédiatement. Elle m'a affirmé que Patrick cherchait à s'installer, et qu'il avait besoin d'aide pour payer un dépôt de garantie. Ses mots exacts étaient que c'était temporaire, et qu'il nous rembourserait une fois que sa situation se serait stabilisée. Cette explication tenait la route en apparence, de sorte qu'insister à ce moment-là n'aurait servi qu'à déclencher une nouvelle dispute inutile. Pourtant, quelque chose dans sa façon de parler me dérangeait. Cela semblait répéter. Comme si elle avait répété sa réponse bien avant que je ne pose la question. C'est à partir de là que j'ai commencé à me demander si cet argent allait réellement là où elle le prétendait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la preuve irréfutable se trouvait déjà dans l'ordinateur portable qu'elle utilisait chaque soir, sur le canapé à côté de moi. Marie s'en servait constamment. Chaque soir après le dîner, elle s'asseyait sur le canapé, l'appareil ouvert, tout en jetant un œil distrait à l'émission qui passait à la télévision. Parfois, elle disait qu'elle gérait des courriels professionnels pour la clinique. D'autres fois, elle disait qu'elle aidait Patrick avec de la paperasse pour le projet sur lequel il était censé travailler. Jusqu'alors, je n'y avais jamais touché. C'était techniquement le sien, et je n'avais jamais eu de raison de fouiller dans ses affaires. Mais, une fois que les transferts d'argent ont commencé à s'accumuler, la situation a cessé de ressembler à un simple respect de la vie privée, pour s'apparenter plutôt à de la malhonnêteté financière. L'occasion s'est présentée un mardi soir. Marie s'est endormie sur le canapé. Vers 22 heures, avec l'ordinateur encore ouvert à ses côtés. Ce n'était pas inhabituel, car elle avait encore veillé tard pour discuter avec Patrick. En temps normal, je l'aurais simplement réveillé pour lui dire d'aller se coucher. Ce soir-là, j'ai fermé les stores du salon, j'ai coupé le son de la télévision. Et j'ai discrètement déplacé l'ordinateur sur la table de la cuisine. Je ne savais même pas précisément ce que je cherchais. Au début, tout avait l'air ordinaire. Sa boîte de réception contenait surtout des rappels professionnels, et des plannings de rendez-vous de la clinique. Son historique de navigation n'avait rien de passionnant non plus. Des achats en ligne, des sites de streaming, des pages de recettes qu'elle n'utilisait jamais. Pendant un instant, j'ai cru que je me laissais simplement déborder par mon agacement lié aux histoires d'argent. Puis, j'ai ouvert le dossier des documents. Il y avait plusieurs fichiers d'apparence normale. Des tableaux de budget, quelques CV que Patrick semblait lui avoir envoyés pour correction. Mais un dossier a immédiatement attiré mon attention. Il portait un nom très simple, Nouveau départ. À l'intérieur se trouvait environ une douzaine de documents. Le premier fichier que j'ai ouvert était un tableur. Et c'est à ce moment précis que la situation a cessé d'être un vague soupçon, pour devenir quelque chose de bien plus délibéré. Ce tableau ne concernait en rien l'aide pour remettre Patrick sur pied. C'était un plan financier complet. Des estimations de dépenses quotidiennes, des dépôts de garantie pour un appartement, des frais de mobilier, de transport, et même des prévisions de revenus mensuels. En haut de la feuille, 2 noms étaient inscrits dans la case des occupants du logement, Marie et Patrick. Mon nom n'apparaissait nulle part sur le document. Et chaque ligne de financement mentionnait la même source, des virements depuis notre compte joint. J'ai passé les 20 minutes suivantes à éplucher chaque fichier de ce dossier. Chacun d'eux rendait la situation plus claire, et en même temps bien pire. Il y avait une estimation de bail pour un appartement situé à l'autre bout de la ville. Un 2 pièces dans une résidence récente. La date de déménagement prévue était fixée à environ 3 mois de là. Il y avait également une liste de tâches intitulée « Étape du déménagement ». Elle énumérait des détails comme l'ouverture des contrats d'électricité et d'eau, le changement d'adresse postale, ou la réservation d'un camion de déménagement. Tout était rédigé comme si le départ était déjà acté. Le plus surprenant, c'était de voir à quel point tout était organisé.
Marie avait toujours été désorganisée pour les tâches du quotidien. Les factures traînaient parfois sur le comptoir pendant des jours avant qu'elle ne les paye. Le linge s'accumulait, et les listes de courses n'étaient jamais terminées. Pourtant, ce plan était extrêmement détaillé. Chaque dépense prévue avait été calculée. Le dépôt de garantie, le premier et le dernier mois de loyer, le budget pour les meubles, l'épargne d'urgence, et même une section intitulée matelas de sécurité pour 6 mois. Et dans la colonne des financements, la même note revenait inlassablement. Virement depuis le compte joint, virement depuis le dépôt de salaire de Jacques. Ou encore, contribution de Patrick plus tard. Cette dernière mention apparaissait à plusieurs reprises. Contribution de Patrick plus tard. C'était écrit comme un simple rappel, plutôt que comme un versement de fonds. Confirmé, ce qui m'a révélé un détail crucial. Patrick ne finançait absolument rien pour le moment. C'était moi qui payais. Plus j'ouvrais de fichiers, plus le calendrier de leur projet devenait évident. Ils accumulaient lentement de l'argent pour leur déménagement, tout en faisant croire à une aide temporaire. Un autre document recensait même chaque transfert que Marie lui avait déjà envoyé. Le total s'élevait à un peu moins de 11 000 $. Voir ce chiffre écrit noir sur blanc m'a retourné l'estomac pendant un court instant. Le document qui expliquait vraiment tout était le tout dernier du dossier. C'était un simple fichier texte, sans tableau ni liste, juste un résumé de discussion rédigée par Marie elle-même. Ils décrivaient leur projet dans un langage très clair. Patrick s'occuperait de réserver l'appartement. Marie transférerait discrètement de l'argent au cours des mois suivants. Une fois que tout serait prêt, elle partirait pendant que je serais au travail. D'après ses propres notes, elle s'attendait à ce que je sois trop désorienté pour réagir rapidement. En lisant cette phrase, quelque chose s'est brisé dans ma tête. J'ai cessé de me sentir choqué, et j'ai commencé à réfléchir à la manière de saboter complètement leur projet. Je n'ai pas réveillé Marie cette nuit-là. J'ai fermé tous les documents, j'ai replacé l'ordinateur exactement là où il se trouvait, et je suis resté assis un long moment dans le salon sombre, à réfléchir à ce que je venais de lire. La première réaction que la plupart des gens imaginent dans cette situation est la colère. Pourtant, ce que j'ai ressenti en premier tenait plutôt de la lucidité. Marie avait déjà pris sa décision. Le plan était rédigé étape par étape, sur son propre ordinateur. Elle n'était pas perdue. Elle n'était pas indécise. Elle préparait activement sa disparition, tout en utilisant mon argent pour financer sa transition. Lui hurler dessus au milieu de la nuit n'aurait donc rien réglé. Cela l'aurait seulement averti que j'étais au courant. Au lieu de cela, je suis allé me coucher, et j'ai abordé la matinée suivante. Comme n'importe quelle autre journée de travail. Marie est partie à la clinique. Vers 8 heures. À la seconde même où sa voiture a quitté l'allée, j'ai commencé à passer des appels. Le premier a été pour la banque. J'ai expliqué que je devais revoir les autorisations d'accès à notre compte joint, et modifier les plafonds de virement. Le conseiller m'a guidé à travers plusieurs options de sécurité que je n'avais jamais pris la peine d'activer auparavant. En l'espace de 20 minutes, j'avais activé des alertes pour chaque transaction, réduit les limites de virement, et supprimé les autorisations de paiement vers l'extérieur. Marie pouvait toujours utiliser le compte pour ses achats courants. Mais transférer de grosses sommes d'argent n'allait plus être aussi simple. La seconde chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte personnel, dans cette même banque. Mes virements de salaire avaient toujours été versés directement sur le compte joint. Cela a changé ce matin-là. À partir de ma paye suivante, l'argent arriverait d'abord sur ce nouveau compte. Ensuite, je transférerai uniquement le montant nécessaire pour couvrir le prêt et les factures. Rien de plus. La troisième étape a demandé un peu plus de patience. J'ai pris la voiture jusqu'à un magasin d'électronique local, et j'ai acheté un petit disque dur externe. De retour chez moi, j'ai rouvert l'ordinateur de Marie.
Cette fois, j'ai copié chaque fichier du dossier « Nouveau départ ». Les feuilles de calcul, les documents de planification, son résumé écrit du projet, absolument tout. Car, si Marie tentait un jour de réécrire l'histoire de ce qui s'était passé, je voulais avoir une preuve incontestable de ce qu'elle avait réellement fait. Quand j'ai terminé, le soleil commençait déjà à se coucher. Marie allait bientôt rentrer. Et, pour autant qu'elle le sache, son plan d'évasion était toujours parfaitement intact. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai absolument pas changé de comportement. Cet aspect était essentiel. Marie a continué d'agir exactement comme elle l'avait toujours fait. Elle rentrait du travail, se plaignait de détails sans importance dans la maison, et passait la plupart de ses soirées à envoyer des messages à Patrick ou à pianoter sur son ordinateur. Et, comme elle s'imaginait que je ne me doutais de rien, elle continuait d'avancer dans son projet. Les alertes bancaires que j'avais configurées rendaient ce manège très facile à suivre. Tous les 4 ou 5 jours environ, elle tentait un nouveau virement. Parfois de $500, parfois de $1000. Mais désormais, chaque transaction déclenchait une notification sur mon téléphone, en l'espace de quelques secondes. Et, grâce au plafond de transfert que j'avais mis en place, la plupart des transactions importantes échouaient tout simplement. La première fois que cela s'est produit, elle l'a mentionné d'un ton détaché pendant le dîner. Elle a dit que la banque avait dû mettre à jour son système, car un paiement destiné à Patrick n'était pas passé. J'ai haussé les épaules, et je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée. Elle a levé les yeux au ciel, et s'est plainte que les banques rendaient toujours les choses plus compliquées qu'elles ne devaient l'être. Ce qu'elle ignorait, c'est que je pouvais voir chaque tentative rejetée en temps réel. Après le 3e virement bloqué, son comportement a commencé à changer. Légèrement. Elle est devenue plus irritable que d'habitude, mais surtout beaucoup plus impatiente. Un soir, elle s'est même emportée contre moi. Simplement parce que je lui demandais ce qu'elle voulait pour le dîner. Mais elle ne soupçonnait toujours pas que j'en connaissais la cause. Pendant ce temps, je continuais de passer en revue les documents copiés sur son ordinateur. Un détail en particulier sautait aux yeux à mesure que je l'analysais. Patrick devait d'abord obtenir l'appartement. Marie avait écrit cette consigne très clairement dans ses notes. Dès qu'il aurait signé le bail, elle finaliserait les transferts d'argent, et elle s'en irait pendant que je serais au travail. Ce qui signifiait que tout leur plan reposait sur un seul élément, ce bail d'appartement. Et environ 10 jours après avoir découvert les fichiers, j'ai enfin vu la preuve que Patrick avait entamé les démarches. Un soir, Marie a de nouveau laissé son ordinateur ouvert pendant qu'elle prenait sa douche. Un nouveau document avait été ajouté au dossier « Nouveau départ ». C'était une copie numérisée d'une demande de location. Le nom de Patrick y figurait comme locataire principal. Marie était inscrite en tant que second occupant. La date d'emménagement prévue n'était plus qu'à 5 semaines de là. C'est à ce moment précis que j'ai compris une chose essentielle. Si je voulais mettre un terme à cette situation proprement, je ne pouvais pas me contenter de réagir à leur projet. Je devais m'assurer que tout s'effondre avant même qu'ils n'atteignent cette date d'emménagement. Dès que j'ai vu ce formulaire de location, la situation s'est transformée en un compte à rebours précis, plutôt qu'en de simples doutes. 5 semaines. C'était le délai que Marie pensait avoir devant elle, avant de disparaître discrètement avec Patrick, pour s'installer dans un appartement que j'avais, sans le savoir, aidé à financer. J'ai décidé que c'était bien plus qu'il n'en fallait pour régler cette affaire. Selon mes propres conditions. Le lendemain matin, j'ai pris une journée de congé. Marie est partie à la clinique vers 8 heures, comme d'habitude. Elle m'a à peine jeté un regard avant de franchir la porte. C'était devenu la routine ces derniers mois. La première chose que j'ai faite a été de relire attentivement
chaque document que j'avais copié de son ordinateur. Le nom du complexe immobilier figurait sur la demande que Patrick avait soumise. J'ai donc téléphoné à leur bureau de location. Je ne me suis pas présenté comme un mari trompé et furieux, et je n'ai pas commencé à proférer des accusations. Cela aurait rendu la conversation confuse et stérile. À la place, j'ai simplement demandé à vérifier quelques détails concernant un dossier de location lié aux finances de mon foyer. Dès que l'agent de location a compris que le dossier faisait état de transfert d'argent provenant d'un compte lié à mon nom, elle est devenue très prudente. Je lui ai expliqué que les fonds mentionnés dans la demande avaient été retirés d'un compte joint à mon insu, et que j'étais en train de consigner ces faits par écrit. Je ne leur ai pas demandé directement d'annuler la démarche, mais j'ai précisé très clairement que tout bail impliquant ces fonds risquait d'être entraîné dans un litige financier. L'agent m'a répondu qu'elle allait signaler le dossier pour examen, ce qui était exactement ce que je recherchais. Tout le projet de Patrick dépendait de l'approbation rapide de ce bail. Désormais, le dossier se retrouvait bloqué en attente d'une vérification administrative. Après cet appel, je suis rentré chez moi, et j'ai entamé la deuxième étape. Les vêtements de Marie, ses affaires personnelles, et des cartons d'objets qu'elle utilisait à peine encombraient la maison. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi à tout ranger dans des cartons de déménagement, puis à les entreposer dans le garage. Je n'ai rien détruit. Je n'ai rien jeté. Je me suis contenté de libérer notre espace de vie. Lorsque la voiture de Marie s'est engagée dans l'allée ce soir-là, chaque trace de son quotidien dans la maison avait été emballée. Elle a franchi le seuil, a jeté un regard aux étagères vides du salon, et s'est figée sur place. Puis, elle a aperçu la pile de cartons à travers la fenêtre du garage. Sa première réaction a été la colère. Elle a exigé de savoir ce que je pensais fabriquer, en employant des termes particulièrement agressifs. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai simplement dit que son projet avec Patrick était terminé, et que, si elle souhaitait commencer une nouvelle vie à ses côtés, elle pouvait le faire dès ce soir, mais pas sous mon toit. Marie est restée plantée au milieu du salon, les yeux fixés sur les étagères vides, puis sur les cartons empilés dans le garage. Au début, elle a tenté d'ouvrir un conflit. Elle a exigé de savoir pourquoi j'avais touché à ses affaires, et a commencé à m'accuser d'être devenu fou. Je l'ai laissé parler pendant environ 30 secondes. Ensuite, je me suis dirigé vers la table de la cuisine, et j'ai posé le disque dur externe juste devant elle. Je lui ai dit, avec calme, que j'avais déjà tout vu. Le tableau de budget, le projet d'appartement, la liste des étapes du déménagement, et cette note qu'elle avait rédigée pour expliquer qu'elle comptait partir pendant que je serais au travail. À la seconde même où j'ai prononcé le nom de Patrick, l'expression de son visage a changé. Ce n'était pas de la stupeur, mais plutôt l'attitude de quelqu'un qui réalise que son bluff vient d'être démasqué. Elle a tenté une ultime et bien faible défense. Elle a prétendu que je n'avais aucun droit de fouiller dans son ordinateur. Je lui ai répondu qu'elle avait perdu le droit de parler de vie privée à la seconde où elle avait commencé à utiliser mon salaire pour financer un déménagement secret. Puis, je lui ai expliqué le reste. Je lui ai dit que les transferts bancaires étaient bloqués depuis des semaines déjà. Je lui ai annoncé que la source d'argent à laquelle elle pensait avoir accès n'existait plus. Et je lui ai appris que la demande de logement de Patrick faisait l'objet d'un examen administratif, à la suite de mon appel au bureau de location. C'est à cet instant précis que son assurance s'est totalement envolée. Elle m'a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai répondu que j'étais extrêmement sérieux. Ensuite, je lui ai exposé la conclusion. Son plan prévoyait de s'en aller pendant mes heures de travail, afin d'éviter d'avoir à affronter une explication. Mais, désormais, nous avions cette discussion face à face. J'ai désigné le garage du doigt,
et je lui ai fait remarquer que tout ce qui lui appartenait était déjà emballé. Si elle voulait s'installer chez Patrick, elle pouvait commencer dès ce soir, mais pas ici. Marie a alors essayé de changer de tactique. D'abord, elle s'est emportée. Puis, elle a tenté de faire passer toute cette histoire pour un malentendu. Ensuite, elle a affirmé que Patrick l'aidait simplement à explorer différentes options. Mais, pour elle, le problème était d'une simplicité implacable. J'avais déjà tous les documents sous la main. Je n'ai donc pas cherché à débattre. Je me suis contenté de répéter la même phrase, tu as planifié ton départ, maintenant, tu peux aller jusqu'au bout, mais ce ne sera pas depuis chez moi. Elle est restée là un long moment, debout, à regarder les cartons dans le garage. Et, pour la toute première fois depuis que je la connaissais, elle semblait totalement désarmée face aux conséquences de ses propres choix. Marie n'a plus beaucoup insisté après cela. La réalité de la situation venait de s'imposer à elle. Tout son projet reposait sur deux piliers, déplacer discrètement de l'argent, et s'en aller avant que je ne m'en aperçoive. Ces deux options venaient de s'envoler définitivement. Elle est restée dans le garage pendant un moment, à examiner les cartons que j'avais préparés. Des vêtements, des chaussures, ses sacs de bureau, et quelques objets de décoration qu'elle avait achetés au fil des ans. Je suis resté à l'intérieur de la maison, en lui laissant l'espace nécessaire pour digérer la nouvelle. Finalement, elle est rentrée, et m'a posé une unique question. Où était-elle censée aller? Je lui ai répété ce que je venais de lui dire. Patrick semblait très impliqué dans la planification de sa nouvelle vie, il pourrait donc sans doute l'aider à trouver la prochaine étape. Elle a tenté une dernière fois de calmer le jeu. Elle a suggéré que nous pourrions peut-être retrouver notre calme, et en reparler dans quelques jours. Je lui ai répondu que cette étape-là était bel et bien franchie. On ne bâtit pas en secret un plan financier pour s'enfuir avec un autre homme, pour ensuite faire comme si le mariage allait bien une fois que le projet a échoué. Après cela, la discussion a pris fin. Elle est retournée dans le garage, a chargé dans sa voiture ce qu'elle pouvait y faire entrer, et a laissé le reste des cartons empilés près de la porte. Environ 1 heure plus tard, elle a démarré. Aucun adieu dramatique. Aucune excuse. Simplement le bruit du moteur qui s'éloignait dans l'allée. La toute première chose que j'ai faite après son départ a été très simple. J'ai bloqué son numéro. Puis, j'ai bloqué celui de Patrick. Ensuite, je les ai supprimés tous les deux, de chaque compte ou service auquel ils avaient pu être associés. L'accès bancaire étant déjà restreint, j'ai définitivement révoqué toutes les autorisations restantes ce soir-là. Durant les semaines qui ont suivi, Marie m'a envoyé quelques courriels depuis des adresses différentes, afin de me demander si elle pouvait revenir chercher le reste de ses affaires. Je l'ai autorisée à le faire une seule fois. Elle est passée alors que j'étais présent, à récupérer les derniers cartons, et est repartie sans presque dire un mot. Peu de temps après, j'ai pris contact avec un avocat, et j'ai entamé une procédure de divorce. Les démarches ont été simples, car nous n'avions pas d'enfants, et nos dossiers financiers étaient parfaitement transparents. Les documents récupérés sur son ordinateur portable montraient également, sans l'ombre d'un doute, où une grande partie de l'argent manquant avait été transférée. Quelques mois plus tard, le divorce a été prononcé. Avec le recul, le plus étrange reste de voir à quel point elle était persuadée que son projet réussirait. Elle pensait que je resterais là sans rien comprendre, tandis qu'elle se bâtissait discrètement une nouvelle vie avec un autre, en utilisant l'argent que j'avais passé des années à gagner. Au lieu de cela, tout s'est effondré avant même qu'elle n'ait pu emballer le moindre carton. Et pour être honnête, le calme de cette maison vide, après le divorce, m'a semblé bien plus stable et paisible que le foyer dans lequel nous avions cohabité au cours de la dernière année de notre mariage.